Bien, bonjour à tous. Toute l'équipe de Stop Intox est très heureuse de vous retrouver sur ce salon de l'agriculture. Nous sommes ici à Village Semences. Vous pouvez d'ailleurs, comme tous les ans, poser vos questions, nous interpeller sur Twitter, @VillageSemences. Il n'y a pas de S ni à Village ni à Semences, ou sur @StopIntox. Tous les sujets qui font l'actualité de l'agriculture, qui préoccupent tous ceux qui sont les exposants, mais aussi les visiteurs. Très heureux donc de vous retrouver cette année. Un premier sujet aujourd'hui, jour d'ouverture. On va revenir dans un petit instant sur ce qu'a dit le président de la République ce matin. Il s'est adressé aux professionnels de l'agriculture, ce qu'il a dit sur l'Europe, les perspectives européennes, l'organisation des filières, sur l'identité de l'agriculture française. Mais le sujet du jour, c'est une question simple que se posent les consommateurs. Pourra-t-on encore manger des fruits et des légumes demain? Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir d'abord Jocelyn de Saint-Raymond. Vous êtes du secteur de la pomiculture. Nous allons évoquer ensemble les difficultés que vous rencontrez. Vous êtes directeur de l'association, pour être très précis, directeur de l'association nationale Pomme-Poire. En face de vous, Laurent Grandin, président d'Interfel. Vous défendez la profession. De l'autre côté, Christophe Belloc. Christophe Belloc, vous êtes fruticulteur, président de Blue Whale. On ne connaît pas très bien Blue Whale en France, mais c'est une marque qui a du sens. Vous exportez beaucoup. La pomme française, grâce à vous, voyage beaucoup dans le monde, y compris dans les territoires de la mondialisation, là où elle a une vraie valeur, là où elle est vraiment appréciée. Et puis un nom connu, Monsieur Roux de Bézieux, mais ce n'est pas Geoffroy, pas du tout. C'est une très belle réussite économique aussi, Alexis Roux de Bézieux. Vous avez une carrière professionnelle très valorisé. Et puis vous vous êtes aperçu que finalement vous aimiez le commerce. Vous avez créé COS, vous êtes fondateur de cette épicerie. Vous avez tellement réussi d'ailleurs qu'on vous a demandé d'être le président de l'association nationale de l'épicerie. Alors deux mots peut-être sur ce que j'ai entendu ce matin. Le président de la République s'adressant aux agriculteurs, les perspectives européennes, l'harmonisation des règles notamment. Il ne peut pas y avoir de concurrence intra-européenne, et pourtant c'est bien le cas, c'est ce qu'on va évoquer notamment. L'organisation des filières, la question de la qualité. Au fond, c'est toutes les stratégies de différenciation qui permettront de donner de la valeur aux productions françaises. Mais dans ce domaine, il faut joindre le geste à la parole. Il faut des mesures aujourd'hui. La politique, je le rappelle régulièrement, ça n'est pas dire les choses, mais c'est les faire. Premier point avec vous, Jocelyn de Saint-Raymond. Il y a deux gros dossiers dans le secteur des fruits français. Si on veut continuer à vendre et à consommer des fruits français en France, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, notamment les politiques publiques. J'aimerais que vous nous disiez où on en est de ce dossier qui est celui de l'exonération des charges pour les travailleurs saisonniers. C'était un petit coup de pouce à la filière, c'est ce qui lui permettait de se battre dans la concurrence internationale. Est-ce que vous avez obtenu satisfaction ? Alors oui, nous avons obtenu satisfaction, mais après un long combat, le gouvernement avait souhaité, dans le cadre de la réforme du CICE en baisse de charges pérennes, supprimer les allègements pour les travailleurs saisonniers, et ça se traduisait pour les arboriculteurs par une hausse du coût de la main-d'œuvre saisonnière d'à peu près 35%. Ouais. Il faut savoir que la main-d'œuvre, ça représente entre 50 et 60% de nos coûts de production. Et donc, si on avait augmenté le coût de la main-d'œuvre d'un seul coup de 35%, c'était purement et simplement la condamnation à mort de la production de fruits et légumes, mais aussi de la production viticole, de l'horticulture et de la semence en France. Bon, si je résume, donc, pour les fruits et les légumes, c'est le coût homme, c'est le coût de la main-d'œuvre qui représente l'essentiel du coût de production. Tout à donc, fait. c'est dans ce domaine qu'il faut faire porter l'effort. Que font nos concurrents? On parle souvent du sud de l'Espagne en disant que c'est une vaste serre où les coûts de production... D'abord, les conditions d'élevage sont certainement pas les mêmes, les conditions de culture plutôt, mais on dit aussi que le coût de main-d'œuvre est extrêmement bas. C'est exact? Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des différences énormes sur les coûts de main-d'œuvre, sur la main-d'œuvre saisonnière y compris. Je vais prendre un exemple qui est peut-être celui qui nous touche le plus en production de pommes. Aujourd'hui, la production de pommes polonaises se fait avec un coût de main-d'œuvre qui est 75%, je dis bien 75%, inférieur au nôtre. Alors, mais si on se situe dans une logique environnementale, le coût de main-d'œuvre est inférieur, mais le fruit
va circuler entre la Pologne et la France, les marchés de consommation, entre le lieu de production et le marché de consommation. On ne peut pas dire que c'est un bénéfice global pour la planète. Alors il faudrait faire une analyse de cycle de vie parfaite pour être tout à fait pertinent, mais effectivement aujourd'hui quand l'injonction publique est à plus de proximité, plus de qualité et finalement à une consommation française et d'origine terroir, aujourd'hui très clairement nous sommes soumis à une distorsion de concurrence intra-européenne compte tenu des différences de coûts de main d'œuvre qu'on peut avoir entre pays sur la production de fruits et légumes. Est-ce que ça menace clairement le secteur de la production des fruits et légumes? C'est-à-dire que là, je crois qu'on a passé le temps des déclarations, des conjectures. Aujourd'hui, il faut dire clairement, et c'est d'ailleurs l'objet de la question que je pose sur Twitter, hein, répondez-y sur @villagesemence et @stopintox. Est-ce qu'il y a une menace sur la production de fruits et légumes français? Est-ce que demain, il n'y aura plus de secteur de la production dans ce domaine des fruits et des légumes? Alors, la menace, elle est très claire. Si on regarde sur 10 ans, il y a 10 ans, 55% de la consommation française de fruits, c'était des produits origine France. Oui. Aujourd'hui, c'est seulement 29%. Donc on est sur une tendance baissière. On est sur une tendance baissière et fortement baissière. Donc oui, il existe une menace qui est claire. Et aujourd'hui, si nous voulons préserver une production de fruits et légumes en France, nous devons être compétitifs. Ça veut dire que nous devons jouer avec les mêmes règles que nos voisins, que ce soit sur la main-d'œuvre ou sur la réglementation, notamment phytosanitaire. Bien, Laurent Grandin, président d'Interfel, vous êtes chargé de défendre la profession. Que faites-vous pour sauver ce secteur? C'est capital, hein. Vous savez qu'il y a les messages en matière de santé publique. On nous dit consommer 5 fruits et légumes par jour. Il y a la santé du consommateur. Il y a aussi la santé de notre environnement, de la planète. Quand je faisais une référence à la logistique, plus on est proche du bassin de consommation, plus le lieu de production est proche du bassin de consommation, plus c'est vertueux au fond. Donc on a un intérêt stratégique capital, il faut le dire et le répéter, y compris au président de la République et au ministre de l'Agriculture. Il y a un intérêt stratégique capital de souveraineté à produire en France des fruits et des légumes. Que faites-vous? Alors d'abord, on est régulièrement dans les ministères pour le rappeler. Hein, vous avez raison, la piqûre de rappel fait toujours du bien. On a un échange constant sur ce sujet. Interfel, à la demande du président de la République, a rédigé un plan de filière pour répondre à un certain nombre de questions parce qu'il y a des freins liés aux aspects qui ont été soulevés par Jocelyn, mais il y a des freins aussi objectifs liés au fait qu'en fruits et légumes, si vous voulez, la consommation aujourd'hui est inférieure de moitié à ce qu'elle devrait être du point de vue du bénéfice santé reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Donc notre premier objectif, c'est de lever les obstacles à cette consommation avec deux thématiques fortes. La première, c'est effectivement sur les pesticides, parce qu'on est interrogé quand même par le public sur cette question. Et la filière est mobilisée complètement sur cet axe. Je rappelle que la filière finance elle-même sa recherche aujourd'hui et que l'ensemble des professionnels sont d'accord sur une orientation qu'on peut qualifier d'agroécologique. Alors, vous avez raison, mais nos voisins, nos concurrents sont moins vertueux que nous le sommes dans ce domaine. On utilise souvent du diméthoate pour produire des cerises en Turquie, en Pologne ou ailleurs. On ne le fait plus en France. Si demain, la filière française s'éteint et que nous sommes intégralement dépendants des importations qui viennent de ces pays, on ne pourra plus parler d'objectifs de santé publique. On sera passé à côté. Vous êtes d'accord ? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le pari collectif, c'est le pari du président de la République, il l'a rappelé ce matin, c'est quand même d'avoir une harmonisation des méthodes et du fonctionnement de l'Europe. Oui. Ce qui est clair, c'est que nous n'y arriverons pas s'il y a libre circulation et que dans le même temps, il y a des différences fondamentales dans les approches. Bien sûr. Ouais. Donc nous, on est plutôt sur cette longueur d'onde, considérant aussi que la seule solution pour l'agriculture française, c'est très certainement de se distinguer des autres agricultures, et c'est ce que font très bien les pomiculteurs dans cette filière, mais d'autres aussi qui sont engagés dans des voies alternatives, à la fois sur les signes de qualité, mais sur les notions de haute valeur environnementale sur lesquelles la filière est d'ores et déjà très présente. Bien, alors je me tourne vers un pomiculteur, Christophe Belloc. Vous êtes fruticulteur, vous êtes président de Blue Whale, vous allez nous donner deux petits mots d'explication sur ce qu'est Blue Whale. Pour moi, dans un produit, il y a trois types de valeurs.
il y a une valeur environnementale. On parle des productions agroalimentaires ou alimentaires. Donc les fruits et les légumes, bien sûr, sont inclus. Il y a une valeur environnementale, il y a une valeur nutritionnelle et il y a une valeur économique. C'est-à-dire que je rappelle une règle simple qui est que quand le producteur n'est pas rémunéré pour sa production, la production s'éteint. Il faut donc que chacun puisse gagner sa vie. Comment vous vous situez par rapport à ces enjeux? Et 2 mots d'explication aussi peut-être pour commencer sur Blue Whale. Alors Blue Whale, c'est un groupe de producteurs. Nous sommes 250 producteurs de fruits en France. L'origine de Blue Whale, c'est le sud-ouest de la France. Il y a bien longtemps, dans les années 70, déjà, les producteurs se sont regroupés et ont exporté parce qu'il y avait le besoin d'exporter et ce besoin existe toujours. Aujourd'hui, la France exporte pratiquement la moitié de sa production de pommes, plus de 600 000 tonnes. 750 000 tonnes également de légumes, ça part en Europe. Et donc, si on n'avait pas cette exportation, si on n'avait pas tous ces marchés ouverts pour les pommes françaises et les fruits français, les légumes français, ce sont beaucoup d'exploitants qui seraient obligés d'arrêter leur production. D'accord. Alors, c'est bien. Donc, le fruit français se projette à l'extérieur de nos frontières. Sur ce que vous avez entendu là, tout à la fois ce que nous indiquait Jocelyn et le président d'Interfel, monsieur Grandin, comment vous vivez, vous, les conditions de culture en France? Alors, on a des standards de production qui sont très élevés en France et en Europe, plus en France que dans d'autres pays. On est en compétition ouverte avec les autres pays. Vous parliez d'exportation, quand on va au Moyen-Orient, la pomme polonaise va au Moyen-Orient, la pomme américaine va au Moyen-Orient. Quand on va en Asie, on a l'hémisphère sud également qui est présente. La compétition est ouverte avec 3% d'augmentation des échanges chaque année. Les échanges de fruits et de légumes vont vers une classe moyenne qui se développe partout dans le monde. Oui. Donc la compétitivité est très importante pour nos filières. Les classes moyennes se sont développées en particulier en Asie. En Chine, on nous dit que nous avons 450 millions de Chinois, ça fait beaucoup, sur 1,5 milliard, qui ont un revenu correspondant à peu près à celui des classes moyennes en Europe. Est-ce qu'ils ont changé leur modèle alimentaire? Est-ce qu'ils consomment vos produits? Qu'est-ce que vous faites pour les séduire? Oui, Blue Whale exporte jusqu'en Chine. Chine, Taïwan, toute l'Asie. La Chine, c'est le premier producteur mondial avec 3 fois plus de production que l'Europe. Donc ils ont une marge de progression qui est énorme. Ils peuvent également avoir une frange de leur production qui est tout à fait aux standards mondiaux. Aujourd'hui, quand on veut vendre, c'est l'image de la France qui nous aide. Bien sûr. C'est la qualité des produits français, mais pas également quand on parle de l'Asie. Quand on va au Vietnam, c'est parce qu'ils ont peur de certains produits chinois et de certains scandales qui ont eu lieu par le passé avec des produits chinois. Bien. Qu'en dit notre épicier, monsieur Alexis Roux de Bézieux? Vous êtes, j'allais dire, exigeant. Vous faites une épicerie dans les meilleurs standards. Vous savez, c'est un peu le mythe de « Ah bah si, quand même, hein, on n'est pas dans des étals classiques, vous avez des politiques relativement sélectives. » Est-ce que vous aidez la filière française? Est-ce que vous êtes, vous, avant de passer aux questions de l'Internet, là, et notamment aux questions qu'on nous pose sur Twitter, est-ce que vous êtes dans cette logique qualitative en privilégiant les productions françaises? Oui, on l'est. Pas surtout, malheureusement, parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas forcément en France. Lesquels, par exemple? Les fruits exotiques, tout simplement. Bien sûr, oui. Ils font partie des unités de besoin quand même. Enfin, il y a de l'ananas Victoria à La Réunion, il y a de la banane antillaise, il y a de la papaye, il y a de la patate douce, enfin, ce qu'on appelle les racines du fond de jardin aux Antilles. Ça existe quand même. C'est vrai, c'est vrai. Non, on essaye, tant que faire se peut, de privilégier alors d'abord la saison et pas la contre-saison, sauf sur les gammes exotiques. Deuxièmement, le français, tant que faire se peut. Mais on a quand même, y a quand même une logique de prix sur certains produits. Et donc, c'est dans une certaine limite. Parce que quand vous êtes commerçant, vous avez le choix, la qualité et le prix. Je vais vous prendre un exemple qui est assez illustratif. Il y a des gens qui font de l'endive dans des parkings au nord de Paris, qui vous la vendent 5,50 € le kilo. Ah oui. Et vous achetez de l'endive de pleine terre qui vient du nord, que vous achetez probablement 1,50 €, 2 € le kilo. Donc le prix est quand même une notion importante. Le panier de la ménagère, chez nous le panier il est à 12 €. La ménagère, elle n'est pas prête à acheter
le fruit et légumes 15 €. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite élasticité prix? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans l'esprit des consommateurs, quand même, cette idée que la proximité, c'est vertueux, que la qualité a un prix? Est-ce que les Français ne réinvestissent pas un peu ce que vous appelez le panier de la ménagère? Si, alors nous, on est à Paris, dans un endroit dans lequel les gens ont plutôt du pouvoir d'achat et donc une sensibilité moindre. Et les consommateurs français, en fait, ce que moi j'en observe, encore une fois, à Paris, c'est qu'ils plaignent d'infobésité. Ils ne savent pas, en fait, s'il faut mieux du local, du maraîchage local, pas forcément en bio, ou du bio qui vient d'Égypte. Et ils se disent quel est le coût pour le bilan carbone de la planète. Question. Voilà. Dans mon esprit, le bio ne peut pas venir du bout du monde. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais si c'est du bio qui vient d'Australie, pardon, mais c'est du bio qui arrive avec un poids carbone qui est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse de ce qu'on a souhaité. Alors, ça dépend des clients, mais généralement, les clients, ils ont tendance à... On voit qu'ils ont tendance à déléguer tout ou partie de leur panier d'achat à un tiers de confiance. Et c'est là où le commerce a son importance. Et donc, parfois, ils demandent du local, parfois du bio, parfois du français, mais ils ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils consomment parce qu'il y a tellement de messages contradictoires et tellement d'informations qui sont de l'ordre de la peur qu'ils sont complètement paumés, en fait. Bon, c'est à vous de les guider et je pense que les distributeurs, comme les épiciers d'ailleurs, ont un rôle à jouer. Parfois prendre le consommateur par la main, déjouer les pièges, éclairer la route. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup d'histoires quand même sur la culture des pommes notamment. J'étais très frappé dans les forums internet de lire qu'il faudrait laver sa pomme 15 fois pratiquement avec du bicarbonate de soude pour résister à ce fruit terrible qui est surtraité. On raconte beaucoup d'histoires fausses d'ailleurs, mais on va faire un premier détour par la Social Room. Ce n'est pas Alex cette année. Alex a changé de métier, si je puis dire. C'est Théo qui est là. Théo qui va nous proposer les réflexions qui sont faites sur Internet. Je plaisantais à propos d'Alex. Alex, il est toujours là. Il est inamovible, une espèce de menhir dans cette émission. Mais il a délégué cette fonction importante de retransmettre vos messages à nos 4 invités. Bonjour Théo. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Village Semences. On a des internautes justement qui se posent des questions concernant le bio. Oui. On dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. Faut-il qu'ils soient bio? On commence par cette question. Alors, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Vous l'avez bien entendu, la question. 5 fruits et légumes par jour, mais faut-il absolument des fruits et légumes bio? Jocelyn. Je vous répondrai non, forcément. Aujourd'hui, très clairement, l'enjeu sanitaire, il n'est pas de savoir si le fruit et légumes est bio, haute valeur environnementale, verger éco-responsable ou autre. Il est de consommer 5 fruits et légumes par jour au minimum. Ça, c'est le premier enjeu. Laurent Grandin l'a rappelé tout à l'heure. On est aujourd'hui à la moitié de la recommandation. Donc, toutes les études aujourd'hui sur la qualité nutritionnelle des produits, les méta-analyses qui existent, ne démontrent pas d'avantage significatif pour la santé à consommer un produit bio. Après, nous ne sommes pas là pour opposer les modes de culture entre eux. Les producteurs vergers éco-responsables, nous avons des producteurs bio dans notre association. Nous utilisons les méthodes bio également. L'ensemble des méthodes alternatives et complémentaires aux produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, on essaye de répondre tous aux attentes sociétales, c'est-à-dire avec une production qui soit respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes, durable, mais de grâce sur la consommation. Faites-vous plaisir, mangez des fruits et légumes, bio, pas bio, faites-vous plaisir, consommez, croquez, découvrez, il y a une telle diversité de saveurs, allez-y. Alexis Roux-de-Bézieux, vous qui êtes au contact direct des consommateurs, des clients, est-ce qu'ils vous posent des questions autour des modes de culture, autour du bio? Est-ce que, parce qu'il faut balayer devant sa porte, est-ce qu'après tout, les producteurs ne se sont pas distingués par un déficit de communication? Je ne sais pas s'ils sont distingués par un déficit de communication, mais il y a eu beaucoup d'émissions qui ont fait peur, notamment sur la pomme. Très à charge. Et nous, typiquement, la pomme, parce qu'on ne fait pas que du bio, on fait majoritairement du direct producteur. La pomme, on est passé en bio l'année dernière devant des exigences de plus importantes des consommateurs
avéré ou pas, je ne suis pas suffisamment technicien pour savoir. Mais en tout cas, on a décidé de passer en bio cette année. Alors, je voudrais savoir d'où viennent ces pommes bio. Est-ce qu'elles sont conservées longtemps et à quel prix vous les vendez? À quel prix elles arrivent? Je ne demande pas le détail, mais à quel prix, mais si, elles sont achetées par le consommateur? On peut le dire, elles sont achetées par le consommateur à 3,75 € le kilo. On les achète 2,20 € et elles viennent des vergers de Brière qui sont à Missillac en Loire-Atlantique. C'est 25 hectares de vergers. Donc c'est de la proximité, on peut considérer. C'est de la, alors c'est pas du 200 km, mais c'est du 350 km. Non, mais il n'y a pas de pommiers et de poiriers sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, donc non. On ne peut pas faire autrement. Hein. Il y en a dans l'Oise, mais pas... Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question, Théo? Un problème de visibilité pour un internaute sur les labels bio. Oui. Comment savoir si une pomme que j'achète est labellisée verger éco-responsable? Je suis obligé de me tourner vers les producteurs. Alors je vais vous demander de répondre à tous les deux. On va commencer par M. Belloc, tiens, pour alterner. Alors la démarche éco-responsable, elle fédère un grand nombre de producteurs français, plus de la moitié de la production. Vous en êtes? J'en suis. Oui. J'en suis. C'est une démarche de progrès, c'est une démarche de visibilité également des bonnes pratiques des producteurs, mais le mieux placé pour répondre, c'est quand même Jocelyn Saint-Raymond qui pilote. Qui est le directeur général de la filière, oui. Vous l'avez vraiment promu, hein, ce label verger éco-responsable. Et d'ailleurs, j'en parle un peu autour de moi, je note qu'il est maintenant assez clairement reconnu par les consommateurs. Alors c'est un investissement de long terme, puisque comme l'a dit Christophe, on regroupe aujourd'hui les 2/3 de la production française. C'est 1300 producteurs qui sont engagés dans la démarche pour la production de pommes et de poires. Nous avons également 1000 producteurs de pêche nectarine et d'abricots qui sont engagés dans la démarche verger éco-responsable, ce qui permet d'avoir une visibilité du label verger éco-responsable sur le rayon pour les consommateurs, 12 mois sur 12, entre la pomme, la poire, la pêche nectarine et l'abricot. Et c'est surtout un investissement médiatique en communication majeur, puisqu'on investit à peu près 1 million d'euros par an pour le développement depuis 10 ans. Bon. Voilà. Très bien. Il y a un petit quiz au passage. Vous savez d'où vient l'abricot? Vous savez comment il est entré en France, l'abricot? Il est entré en France, il venait du Tibet, en réalité, l'abricot. Les abricotiers poussaient au Tibet, sur les pentes des montagnes du Tibet, et il est arrivé avec les premières routes de la soie, avec les voyageurs des premières routes de la soie. Et puis, vous l'avez, vous, les producteurs, vos aïeux, vos ancêtres l'ont aidé à prospérer. Dans la deuxième partie, nous reviendrons aux questions qui se posent sur Internet. Je voulais faire un petit point aussi sur le vote. On vous a demandé aujourd'hui sur stop-intox, c'est sur Twitter, on vous a demandé de répondre à la question suivante. Quand vous achetez des fruits et des légumes, est-ce qu'ils sont français? À chaque fois, vous dites oui à 58%. Il y a 58% des personnes qui ont répondu qui disent oui. Oui, de temps en temps 40%, non, jamais 2%. Vous qui dirigez la filière, là, c'est plutôt encourageant, ça, non? C'est plutôt un bon signal. Ça montre qu'il y a un lien entre les efforts que vous produisez collectivement et la réaction des consommateurs. Oui, il y a toujours un écart assez grand. On le constate dans tous les sondages. C'est pas un sondage, hein, c'est un petit vote Twitter. Mais ce type d'analyse, il y a souvent un décalage et quelquefois il y a une confusion. Je rappelle que les fruits et légumes sont totalement tracés. Donc, au détail, il y a toujours l'origine sur le produit fruits et légumes, sur le colis et sur l'ardoise. Hein. C'est une obligation légale à laquelle la filière est totalement soumise, contrairement aux produits transformés. Nous, chez Interfel, on considère qu'il y a ce qui est du domaine de la compétition inégale qui n'est pas souhaitable, mais il y a aussi les compléments de gamme. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas vivre un rayon toute l'année uniquement avec des produits franco-français. Et il y a notamment tous les agrumes qui viennent largement compléter. Hein. C'est pas faire injure à la Corse que de considérer que les agrumes sont essentiellement en provenance d'autres pays. Et il y a les produits tropicaux. Il y a très belles mandarines ou clémentines corse, oui, vous avez raison. Ah. Ouais.
Mais Mais disons c'est que pas suffisant. le volume nourrira pas la Non, France. c'est pas suffisant. Et il y a les produits tropicaux qui sont d'ailleurs les produits qui aujourd'hui sont en pointe de consommation et notamment des produits comme l'ananas et la mangue sur lesquels on a peut-être d'ailleurs quelques enseignements à tirer sur, nos variétés. Donc nous on estime à peu près que le marché entre l'importation et les produits français est à peu près à 50-50 aujourd'hui si on exclut la banane. Hein. Bon. Et donc, certainement, il ne faut pas descendre en dessous. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important, il est déterminant d'avoir une offre suffisante française en matière de sécurité alimentaire, en matière de souveraineté alimentaire, mais aussi d'avoir des rayons qui sont suffisamment remplis pour que le consommateur y trouve un intérêt. Je défendrai toujours le principe du libre-échange dès lors qu'il est équitable, dès lors que les règles du libre-échange sont équitables. Voilà, nous allons nous séparer 2 ou 3 minutes, nous retrouver après. Vous êtes sur le stand de Village Semences, vous communiquez avec nous, @VillageSemences ou @StopIntox sur Twitter. Vous posez vos questions, vous postez vos commentaires, vous répondez éventuellement au petit sondage du jour. C'est plus une enquête qu'un véritable sondage. Le sujet du jour, c'est: pourra-t-on encore manger des fruits et légumes français demain? La question mérite d'être posée. Nous nous retrouvons dans 2 minutes. À tout de suite.